Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Passation de pouvoir à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani prend la présidence tournante de l'organisation. Il succède à son homologue comorien Azali Assoumani. Le geste d'apaisement du président Macky Sall au Sénégal. Le chef de l'État s'est engagé à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Dans cette optique, des consultations avec des candidats ont été entamées. Et puis le Mali dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral. Alors que la présidentielle devait se tenir ce mois de février, la junte avait annoncé son report pour des raisons techniques. Le président du Parti social-démocrate africain Ismaël Sako est avec nous pour en parler. Mais tout d'abord, la Mauritanie prend les rênes de l'Union africaine. Le chef de l'État comorien Azali Assoumani a passé le flambeau à son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une passation de pouvoir effectuée à Addis Abeba qui abrite jusqu'au 17 février le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le président mauritanien en prend les commandes dans un contexte de crise sécuritaire mais aussi climatique. Des défis que le chef de l'État entend relever. Le nouveau président en exercice de l'UA a aussi mis l'accent sur la nécessité de réformer le système international pour une meilleure représentativité. Écoutons-le. Je suis profondément reconnaissant et honoré par cette distinction, mais je suis pleinement conscient de l'ampleur des responsabilités qui en découlent, en particulier dans un contexte pernicieusement atomisé et de plus en plus difficile, que traverse non seulement notre cher continent, mais également le monde entier. Le système international dans sa forme actuelle se caractérise par beaucoup de préjugés et d'échelles différentes, au détriment des pays les plus vulnérables. Je m'engage à œuvrer à la mise en place d'un système international multilatéral plus équilibré, pour les pays les moins avancés, dans lequel le continent a une voix et une capacité d'influence effective. L'élection présidentielle sera organisée dans les meilleurs délais au Sénégal. C'est l'engagement pris par le président Macky Sall au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel. La juridiction a invalidé ce 15 février le report de ce scrutin au 15 décembre. Elle n'a toutefois pas fixé de nouvelles dates pour cette élection. Philomène Tine. Le président Macky Sall s'est engagé à mettre en œuvre l'ordonnance du Conseil constitutionnel annulant le report au 15 décembre 2024 du scrutin présidentiel au Sénégal. À cet effet, le chef de l'État sénégalais a annoncé les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. C'est ce qu'a indiqué vendredi 16 février 2024 un communiqué de la présidence. Une décision qui peut être perçue par de nombreux observateurs comme étant une volonté de consolider l'état de droit au Sénégal dans un contexte politique tendu marqué par des tensions et des contestations. Il faut souligner qu'il était plus que nécessaire d'accepter la décision du Conseil constitutionnel. En matière de droit, le Conseil constitutionnel reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. Et par conséquent, ces décisions, surtout en matière électorale, ne peuvent faire l'objet de recours. Ensuite, il faut surtout constater la mobilisation du peuple. Enfin, il y a aussi la pression internationale. La réaction du président Macky Sall a été très attendue suite à la décision du Conseil constitutionnel d'annuler la décision du président sénégalais de reporter l'élection initialement prévue le 25 février 2024. La CEDEAO ainsi que la communauté internationale ont exhorté les autorités à se conformer à la décision de la Cour. Cette décision est d'une importance capitale pour la démocratie sénégalaise et pour les Sénégalais qui en quelque sorte en faisaient une question d'honneur et d'image pour le pays. Elle vient reconforter l'exception démocratique que le pays a toujours été qualifié par le passé et donc aujourd'hui tout le monde peut se réjouir que donc notre pays est devenu une démocratie majeure avec des institutions debout. Par ailleurs, depuis l'annonce du report de la présidentielle par le président sortant Macky Sall, la société civile et l'opposition mettaient la pression sur le pouvoir pour libérer plus d'1 millier de détenus dits politiques afin de pacifier l'espace politique au Sénégal. Ainsi, plusieurs dizaines de détenus ont été déjà libérés dans le pays depuis le jeudi 15 février 2024.
Et sachez que malgré ce revirement, la société civile sénégalaise maintient la pression. Une marche autorisée a mobilisé plusieurs centaines de personnes ce samedi 17 février à Dakar. La société civile qui propose d'ailleurs la date du 3 au du 10 mars pour l'organisation du scrutin présidentiel. Dans l'actualité également, la transition militaire au Mali, la junte hassimite est dans l'impasse. Quelles alternatives? Tel était le thème d'une conférence de presse organisée ce 15 février à Paris. Une conférence animée par Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain. Et il est avec nous pour en parler. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'élection présidentielle devait se tenir initialement ce mois-ci au Mali. Le scrutin a été reporté pour des raisons techniques et depuis cette annonce, la junte n'a pas donné de nouveau calendrier électoral. Pourquoi cette attente est-elle aussi longue ? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette antenne. Oui, le pays, le Mali, sous la direction du colonel Assimi Goïta, le despote chef des putschistes maliens, notre pays est dans l'impasse. Il est dans l'impasse parce que nous avons, à un moment donné, cru à cette nouvelle génération de militaires. Parce que formés dans de grandes écoles, nous avons espéré que, oui, elle allait probablement être une alternative pour notre pays. À notre grande surprise, fort malheureusement, un premier calendrier en accord avec la CEDEAO est botté en touche pour février 2022. Nous avons haussé le ton pour dire que ce n'est pas la bonne démarche. Notre pays allait être sanctionné. Les Maliens n'ont pas échappé à cela. Nous avons croisé le fer en tant que membres de l'opposition politique, membres du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie et aussi de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Oui, fort malheureusement, nous avons pensé que jusqu'aux boutistes, ils ont imposer on va dire des élections pour faire un référendum en juin dernier. Nous avons donc pensé qu'après le référendum, ils iront directement aux élections. Même si qui a remporté le oui. Qui a remporté le oui, on va dire, dans un cadre tripatouillé, sans respect des règles légales. Oui, il y a eu beaucoup d'admission. Oui, plus que ça, parce qu'il y a quand même une forte abstention. Il y a eu à peine, on va dire, 27% qui ont participé au vote, même s'ils ont arrondi le chiffre à 37%. Aujourd'hui, nous avons espéré que, bon mal an, on ira vers des élections apaisées courant février. Oui, on se rend compte que finalement, entre octobre et novembre, ils nous annoncent un second report s'inédié. Pourquoi un report? Un report parce que Assimi Goïta a compris que les Maliens l'ont vomi. Il n'est plus populaire. Son référendum n'a pas apporté les résultats escomptés. La classe politique divisée ne le soutient pas. Les religieux ne sont plus avec lui. La société civile est déçue. Logiquement, il ne devait pas, parce que la charte de la transition l'en empêche. Mais là, avec ce nouveau projet de constitution, il le peut? Vous comprenez que c'est un projet de constitution taillé sur mesure pour faire la part belle aux putschistes, et en particulier à Assimi Goïta, qui n'a plus aujourd'hui même le soutien des militaires. Et parmi les 5, tout porte à croire qu'il ne parle plus le même langage. Donc Assimi Goïta lui-même est esselé, il est isolé. Donc c'est la raison pour laquelle il a compris qu'en restant dans la CEDEAO, il pourrait subir de nouvelles sanctions du fait de sa forfaiture, du fait de ne pas vouloir honorer son engagement légal et devant la CEDEAO, un engagement pris devant le peuple malien. Justement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient annoncé fin janvier leur retrait de la CEDEAO. Ces États estiment que l'organisation est devenue, je cite, une menace pour ces États membres et ces populations, une décision que vous jugez immature. Quelles sont les conséquences pour le Mali ? D'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Il faut qu'on se rappelle que les chefs d'État réunis en 1975 qui décident de mettre en place la CEDEAO partent d'un actif, du vécu de la population. Il fallait travailler pour décongestionner un peu la libre circulation des personnes et des biens, ce qui est une réalité. Je me rappelle qu'en 2021, j'ai quitté Bamako, Ouagadougou, Abidjan, Dakar, la Gambie, Banjul, avec une simple carte Nina. Pas de passeport. Je l'ai vécu. D'accord? J'ai des amis qui ont quitté Bamako, Ouaga aussi le même circuit, y compris par la route. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé aux libres circulations au même titre que la France ou l'Europe. Mais il y a des grands efforts. C'est une étape. Ensuite, ils ont travaillé pour tout ce qui est sur le plan économique avec l'UMOA. Il y a de grandes avancées. Et la CEDEAO reste l'une des grandes et meilleures organisations en Afrique, crédible et stable sur le plan économique. Est-ce qu'elle a encore de la crédibilité, la CEDEAO, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? On l'a beaucoup critiquée. Oui, mais on va dire que la CEDEAO a commis l'erreur
de cautionner le premier coup d'État contre IBK en ne sanctionnant pas directement la junte. Et une fois que la sanction est faite, parce que Assimi Goïta a eu le bénéfice du doute de la CEDEAO, la confiance de la CEDEAO, et Assimi n'a pas respecté ses clauses arrêtées avec la CEDEAO et sanctionné, alors Assimi en profite pour jouer à la victime, comme il sait le faire. Et ça a marché, cette victimisation. Et la CEDEAO a reculé, elle n'aurait jamais dû reculer. Les trois États des pays en souffrance, des pays en difficulté sur le plan économique, dirigés par des chefs d'État qui ont déshonoré l'Afrique et le continent, qui sont indignes de confiance, accusent la CEDEAO de ne pas protéger les populations. Mais il faut quand même se dire que c'est même CEDEAO, à sa création, qui n'avait pas intégré les aspects liés à la démocratie, à la bonne gouvernance et à l'état de droit. C'est suite aux plaintes des populations, c'est suite aux multiples coups d'État dans la région qu'ils ont intégré cela dans le protocole additionnel. Donc ça veut dire que la CEDEAO est une CEDEAO des peuples qui intègre les préoccupations des populations. Revenons à une autre plainte en disant que le terrorisme n'est pas pris en compte par la CEDEAO. Mais les États de la CEDEAO ont tous été contributeurs dans le cadre de l'aménagement, même si les résultats n'ont pas été obtenus tels que souhaités. Et là aussi, il y a un débat à faire. Aujourd'hui, les États disent, nous avons besoin d'une force liée à la lutte contre le terrorisme. Et vous avez remarqué dans le courrier que le conseil de médiation de la CEDEAO a tenu, il donne feu vert à la commission de la CEDEAO de travailler pour que la force en attente militaire soit une force qui travaillerait avec ces États pour lutter contre le terrorisme. Donc, ça veut dire que la CEDEAO prend en compte les préoccupations et des États. Et c'est une CEDEAO des peuples. Mais seulement, vous avez trois chefs d'État indisciplinés, qui veulent faire leur propre loi, qui savent qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, qui ne veulent pas organiser les élections, ils ne veulent pas non plus demain qu'ils soient sanctionnés, et que cette sanction sera de trop. Et puisqu'ils sont de plus en plus impopulaires dans leur pays, ça veut dire que la population pourrait se rebeller contre eux. Mais ces trois juntes militaires ont formé l'Alliance des États du Sahel, c'était aussi pour lutter contre le terrorisme. Mais déjà, au niveau, on va dire, des trois frontières, il y a déjà un programme qui permet aux États de façon bilatérale de travailler dans ce sens. Et avant ceci, il y avait aussi le G5 Sahel. Le Mali a claqué la porte, toujours pour des raisons de leadership, parce que le Mali pense qu'ils sont au centre de tout. Je pense que c'est des enfants gâtés, belliqueux, avec une diplomatie belliqueuse, une diplomatie à cascade et à scandale, qui n'a pas compris que quand on est dans une situation de ce genre, et que le Mali est incapable de fournir de l'électricité à sa population pendant au moins 24 heures, et au-delà de 24 heures, et que les entreprises ferment la porte, et que la clé est mise sous le paillasson, et que tout ce qui est l'informel au Mali est à l'arrêt, on comprend que la dictature est en marche, et que l'État ne peut rien, et qu'ils n'ont pas les moyens. Le président de la transition du Niger, Abdourahmane Tiani, a récemment émis l'idée d'une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel, un projet considéré comme une étape pour sortir de ce qu'il estime être encore une colonisation. Quel est votre avis sur le sujet ? C'est facile de parler de colonisation et de pointer du doigt l'autre et d'accuser la France, qui est devenue le bouc émissaire facile à tacler. Mais je pense très bien qu'on se rappelle qu'au lendemain des coups d'État au Niger, on a vu des montants faramineux sortir, on va dire, une sorte de corruption, accaparement de la richesse par Tiani lui-même et sa famille. Et ça, c'est pas la France. Quand au Mali, par rapport à l'électricité, et que des proches d'Assimi, son directeur de cabinet en personne, un de ses conseillers en personne, son ministre de l'économie et des finances, sont mêlés à une supercherie, à une corruption, à ciel ouvert, gangréné dans le système Assimi Goïta, ça, c'est pas la France. Quand au niveau de la présidence de Assimi Goïta au palais, on passe de 13 milliards de francs CFA annuels jusqu'à 16 milliards de budget annuel pour un président qui ne voyage pas, qui ne pose aucune action, mais où va le reste de l'argent? Quand on achète des équipements militaires à des sommes faramineuses et qu'il n'y a pas un système d'audit et de contrôle, alors que sous l'Ancien Régime, il y a un Premier ministre, parce que transparent, oui, a répondu et s'est retrouvé en prison et en est mort. Je pense qu'on doit réfléchir par deux fois. La France a eu sa part de responsabilité par le passé. Le colonialisme, beaucoup d'États ont été colonisés, y compris la France, y compris la Chine. Mais aujourd'hui, c'est des États autonomes qui s'imposent. Pourquoi le Mali ne s'imposerait pas de par une culture de mérite, de par sa diaspora intellectuelle, scientifique, de par les élites qui ont chevillé au corps le Mali et qui sont techniquement bons? Pourquoi alors Assimi Goïta fait plus appel au cancre et que préfère laisser le pays dans une situation embourbée et tout simplement mettre le chaos en place et lieu de l'ordre, tripatuer la Constitution et en même temps faire des coups d'État
pour imputer à notre constitution parce que le désordre l'arrange, parce qu'il veut rester au pouvoir. Et toute personne qui ose lever le ton, toute personne qui ose lui dire « Attention, monsieur le chef de l'État du Mali, voilà les engagements que nous avons pris, voilà ce que ça peut nous conduire. Essayons de respecter cela. Tu es envoyé en prison. » Nous avons des leaders, que ce soit Rasbat, que ce soit Mahmoud Dicko, menacé, exilé forcé, Ismaël Sako, Omar Mariko et d'autres qui sont en prison. Une dame, Madame Vicher, pour avoir dit attention au Mali, la vie est de plus en plus chère, faites attention. Vous-même, vous êtes en exil aujourd'hui? Je suis en exil depuis 2 ans pour mes prises de position. Je n'ai pas de dossier au pôle économique. Donc je n'ai rien fait si ce n'est de dire à mon pays attention, respectons nos engagements, y compris au niveau de la CEDEAO. Vous parlez de monnaie qu'il faut créer. Ben, la Gambie a sa monnaie, la Mauritanie a sa monnaie, la Guinée a sa monnaie. Mais on voit aujourd'hui créer une monnaie pour ces États. C'est comme si on accepte que c'est des États qui vont rester de façon indéterminée au pouvoir. Ces chefs d'État partiront parce qu'une transition est appelée à se terminer. Ils sont en pleine dictature. Je vais vous dire ici qu'une dictature ne s'arrête pas. Il faut l'arrêter. Et on y travaille en tant que démocrate en utilisant des mécanismes légaux pour arriver à créer des conditions idoines pour que notre pays sorte de cette léthargie. Créer une monnaie est une option, mais quelle est la soutenabilité de cette monnaie? Quelle garantie? Quelle parité avec l'euro, avec le dollar? Et ce sera la réflexion de la fin. Merci beaucoup Ismaël Sako d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Parti social-démocrate africain. Merci. C'est moi. L'actualité, c'est aussi l'état d'urgence alimentaire et nutritionnel décrété au Tchad, une mesure appliquée à l'ensemble du territoire national selon un décret des autorités publié ce 16 février. C'est la seconde fois en moins de 2 ans qu'une telle décision est prise. Objectif, venir en aide aux populations identifiées en phase de crise et celles en phase d'urgence. Pour autant, le décret ne précise pas quelles seront les actions engagées. Cet état d'urgence intervient à l'heure où le Tchad fait face à un afflux de réfugiés soudanais. Mais les fonds manquent à l'appel pour assurer l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial avait alerté sur un besoin d'urgence de 185 millions de dollars. Nous nous envolons à présent pour le Maroc, où le trafic aérien se montre dynamique. En janvier 2024, plus de 2 millions de passagers ont foulé le sol du royaume, une hausse de 15% par rapport à la même période en 2023, selon les données de l'Office national des aéroports. Marcel Kouassi. Au Maroc, selon l'Office national des aéroports, le trafic global aérien devrait se situer à plus de 30 millions de passagers d'ici à fin 2024. Fin janvier 2024, le royaume chérifien a enregistré un volume de trafic commercial de 2 277 827 passagers, soit une hausse de 15% par rapport à la même période en 2023. Après la sortie de l'épidémie du Covid, le trafic aérien est en train d'être relancé, particulièrement au Maroc, qui a accueilli plus de 2 millions de voyageurs l'année dernière, avec une hausse sensible et notamment l'ouverture de nouvelles lignes, notamment des lignes entre Agadir et d'autres villes de province comme Nantes. Le marché européen, qui représente 82% du total du trafic aérien international, a enregistré une hausse de 15%. De même, les marchés de l'Afrique, du Moyen et Extrême-Orient et de l'Amérique du Nord ont enregistré respectivement des taux de croissance de l'ordre de 19%, 24% et 11% par rapport à la même période en 2023. Avec plus de 2 millions de voyageurs, le marché international représente 91% du trafic aérien global, une embellie due au lancement de nouvelles lignes aériennes internationales, selon les experts. Je pense que cette ouverture des lignes et ce regain justement d'activité aérienne au niveau du Maroc va permettre justement au Maroc de pouvoir s'appuyer sur ça pour relancer son économie. On sait qu'on a une hausse du trafic de près de 10 voire 15% entre 2023 et 2024, ce qui traduit une bonne santé des voyages au Maroc et des visites au Maroc, non seulement à l'international, mais aussi dans les pays africains. À noter que le trafic aéroportuaire du pays d'Afrique du Nord a atteint 17 360 vols au niveau national en janvier 2024. L'aéroport Mohamed V enregistre 38% de ce trafic, suivi de Marrakech-Ménara 26% et Agadir Al-Massira 9%, selon les chiffres de l'Office national des aéroports. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.